Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Herverin et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Gérardin, directeur de l'aménagement chez Link City, une filiale de Bouygues Construction. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci beaucoup de consacrer un peu de temps à ce podcast. Ça va nous permettre de comprendre comment les promoteurs immobiliers trouvent des solutions pour intégrer les nouveaux enjeux écologiques et climatiques dans leur modèle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques minutes pour vous présenter. Donc, vous êtes diplômé de Pont ParisTech et Polytechnique et vous avez été nommé directeur de l'aménagement de Link City en décembre dernier, je crois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser des éléments de votre parcours, être un petit peu plus complet par rapport à cette description un peu rapide ? Bien sûr. Alors, j'ai été effectivement nommé, pour commencer par le futur récent, directeur de l'aménagement au moment du CIMI, donc c'était en décembre de l'année dernière, en décembre 2023. Mais c'est un métier qui couve chez Link City depuis déjà 5 ou 6 ans. Et donc ça fait 5 ou 6 ans en fait que j'occupe ces fonctions qui consistent à faire émerger chez Link City un métier d'aménageur et d'urbaniste. On en discutera tout à l'heure. C'est pas forcément très évident parce que c'est pas un métier qui surgit spontanément dans un grand groupe comme le nôtre. Et avant ça, j'ai commencé à travailler dans le public, dans un métier, dans une institution qui à l'époque s'appelait le ministère de l'équipement, qui maintenant s'appelle le ministère de l'écologie, et qui avait entre autres fonctions de s'occuper du réseau routier, de l'entretenir, de le développer. Donc je travaillais comme ingénieur sur ces métiers-là, avant de rejoindre le développement immobilier de Bouygues Construction dans une filiale dans laquelle je suis toujours, qui s'appelle Link City, en commençant par le premier métier de Link City qui est la promotion, et puis après avoir pas mal circulé en France sur ce métier, me passionner littéralement pour la revitalisation des friches et pour ce métier d'aménageur, voilà ce qui permet de boucler la boucle. Et c'est pour ça que je suis ravie de vous interroger, en particulier pour ce sujet, bien sûr, la revitalisation des friches. Alors juste, pour ma propre curiosité, quel a été le moteur pour vous de passer du public sur des sujets très techniques comme les routes à une entreprise privée et sur de la promotion immobilière où on est plus finalement dans une dimension politique de la ville, enfin politique de la construction de la ville, voilà. Oui, alors le métier de la route, c'est un métier technique, mais c'est surtout un métier qui est en prise directe avec le public, puisque pour le coup, autant un bâtiment est un sujet assez isolé, autant la route, vous la prenez comme moi tous les jours, et quand vous touchez à une route, vous touchez à la vie de dizaines de milliers de gens assez facilement. Le métier de la route, ce qui m'a passionné, c'est précisément beaucoup plus que la technique, parce que finalement, une route, c'est jamais une série de cailloux bien tassés les uns sur les autres. Ce qui est passionnant dans la route, c'est la façon dont ça s'imbrique dans la vie de chacun de nous. Après ça, je me suis effectivement passionné, pour un sujet qui va vous paraître très très ardu ou très décalé, c'est que j'étais très perplexe et interrogatif sur la question du financement des infrastructures et de financement notamment de tous ces grands projets d'infrastructures. Alors, il y en avait de moins en moins des grands projets d'infrastructures et ceux qu'on continue à porter ont du mal à percer. Mais j'étais obsédé par ces questions financières et par le déploiement de ces grands réseaux. Et en fait, je suis parti chez Bouygues Construction précisément et chez Link City précisément sur cette proposition-là ou cette envie-là. C'est de travailler sur le financement des grandes infrastructures. Alors à l'époque, le gouvernement essayait de déployer des grandes vagues d'hôpitaux en mobilisant des financements privés. Il y a eu aussi les grandes vagues de stades. Alors ça, c'est un peu plus ancien, mais à l'époque, il fallait se préparer pour l'Euro 2016, je me souviens. Et donc, le financement d'infrastructures sportives et la construction d'infrastructures sportives au goût du jour est un sujet qui nous a beaucoup occupés. Voilà, donc je suis rentré chez Bouygues et par ce biais-là, avant d'arriver sur une activité de promotion traditionnelle et sur les friches.
Alors, bon, du coup, on va essayer, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de présenter un petit peu l'entreprise. Je ne sais pas d'ailleurs si nos auditeurs connaissent Linkcity. En tout cas, elle était connue anciennement sous la marque Sodexo. C'est une filiale de Bouygues Construction, comme on l'a dit tout à l'heure. J'avais une première question en préparant cet entretien, c'est pourquoi le groupe Bouygues, alors qu'il a une entreprise Bouygues Immobilier, a développé une filiale donc plutôt d'aménagement du côté de Bouygues Construction. Quel est l'objectif ? Oui, alors il y a une première réponse toute simple, je pense, c'est que dans un groupe comme le groupe Bouygues, dont on pourrait percevoir quelque chose de très discipliné, très organisé, mais bon, la première vertu d'un entrepreneur, c'est de pas étouffer l'esprit d'initiative. Et donc, quand il y a une initiative qui est portée quelque part, et c'est ce qui s'est passé pour à l'époque Sodexo, il y a une quarantaine d'années, le groupe a cherché à l'encourager et à la faire croître plutôt que de dire ah ben non, il y a déjà quelque chose qui existe dans une filiale voisine. Donc ça, c'est la première réponse, c'est l'esprit d'entreprise, parce qu'après tout, c'est quand même une signature. C'est une signature de Bouygues, c'est une signature du métier du bâtiment aussi, qui est quand même un métier, un métier d'entrepreneur, donc on a envie de développer des choses, de se lancer dans des grandes aventures. Donc ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, c'est que, en fait, parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, on encourage l'esprit d'initiative, et puis il y a un moment, il faut quand même mettre de l'ordre et puis faire un peu le ménage quand les trucs se percutent. En fait, on a petit à petit, et donc au fur et à mesure où on s'affine, on a, je pense, chez Linkcity, donc Linkcity, société de promotion, rattachée à Bouygues Construction, à peu près 250 collaborateurs, autour de 500 millions de chiffre d'affaires. Effectivement, du coup, un métier qui facialement semble assez similaire avec celui de notre grand frère ou de notre grand cousin, qui est Bouygues Immobilier. En réalité, on a une offre un peu différente. Notre offre à nous, elle s'ancre dans notre actionnariat, et notre ADN, en fait, c'est d'être immergé dans une société de construction. Donc, on a une offre qui est beaucoup plus ingénierée, qui est beaucoup plus technique, et donc qui nous permet d'aller sur des propositions pour faire valoir cette technique et cette capacité constructive et d'ingénierie. Donc on fonctionne toujours avec notre société de construction en tandem et en binôme. Et eux, c'est quand même, c'est quand même une grosse société très musclée avec plein de propositions. Donc ça nous permet d'aller sur des sujets un peu plus pointus. Et puis la deuxième caractéristique de notre offre, c'est que notre offre s'adresse principalement à des clients institutionnels. Donc on travaille avec des bailleurs, avec des grands institutionnels, avec des compagnies d'assurance, donc bien sûr avec les collectivités, mais là où Bouygues Immo, lui, qui est notre grand cousin, a plutôt comme cible une clientèle de particuliers. On adresse donc du coup pas tout à fait le même marché. Alors évidemment tout ça, quand je le raconte, ça a l'air très beau et très très nickel. En réalité, de temps en temps, ça frotte. Donc il y a un peu de concurrence. Donc il y a un peu de concurrence, mais je pense que même en interne. Ouais. Mais là, c'est un choix. C'est pas du tout une situation subie. Voilà, c'est un choix. La concurrence est assez limitée. Elle entretient de temps en temps un peu d'émulation, et après tout, c'est une bonne chose. Et dans la mesure où elle reste raisonnable et limitée, parce qu'on n'a pas la même offre et parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, mais on vit comme ça. Et effectivement, parfois on est concurrents, parfois on est dans les mêmes équipes. Voilà. Donc ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quand même c'est pas neutre d'être rattaché à de la construction. Ça diffuse une culture professionnelle un peu différente par rapport à la promotion immobilière stricte. Ah mais bien sûr. Alors ça, pour le coup, notre offre de promotion, elle est profondément marquée par ça, et c'est notre ADN. Il y a en fait l'ADN il y a peut-être l'ADN de la fiabilité Bouygues Construction parce que c'est quand même un marqueur de notre métier du bâtiment qui brille pas toujours par ni sa ponctualité ni sa fiabilité. Et là où l'horlogerie Bouygues Construction essaye de proposer une offre un peu plus aboutie là-dessus. Donc notre marqueur à nous, c'est celui-là, c'est celui de la précision, de la fiabilité, de la maîtrise technique de nos sujets. Et puis la capacité à aller sur des objets encore une fois un peu différents, parce que quand on est un promoteur un peu moins ingénieré, je pense par exemple à un sujet qu'on fait en ce moment à Paris, dans le 19e, on est en train d'imaginer presque un morceau de ville qu'on pose sur un centre de bus de la RATP qui est toujours en activité, et non seulement il est en activité, mais en fait il est en train de se redévelopper sur lui-même pour changer
l'énergie avec laquelle sont approvisionnés les bus. Bon, ben voilà, construire un morceau de ville sur un centre de bus en activité, dans la mesure où c'est pas en lévitation, on peut imaginer que c'est assez compliqué, que tout ça continue à fonctionner, qu'accessoirement on est au cœur de Paris, qui pose par ailleurs un certain nombre de défis pour un entrepreneur. Voilà, ça c'est un projet de promotion dans lequel on est capable de se lancer. C'est vraiment le cœur de notre offre et le cœur de ce qu'on sait faire. Ça dit beaucoup de choses d'ailleurs du redéveloppement de la ville sur la ville dont on parlera après, parce que alors là pour le coup c'est une caricature du genre. Et du métier du promoteur qui évolue. Et du métier du promoteur qui évolue. Vous êtes en préfiguration finalement. Et ça pour nous c'est une signature, c'est un truc qu'on sait bien faire et dans lequel sans doute beaucoup de promoteurs ne se seraient pas lancés compte tenu de la complexité. Est-ce que vous, du coup, vous vous considérez plutôt comme un promoteur ou un aménageur ? Alors le métier d'aménageur, on en parlera sans doute longuement après. Le métier de l'aménageur, c'est un métier qui est émergent chez nous. On a une culture chez Bouygues du grand projet dans le groupe, puisque l'histoire d'un groupe est jalonnée d'aventures humaines, et souvent les aventures humaines qu'on retient, c'est vrai, c'est même si un projet quel qu'il soit est toujours une aventure humaine, mais les grandes aventures humaines qu'on retient, c'est les grands projets. Par exemple, là, on est installé à Paris avec une vue sur le Parc des Princes. Bon, ben voilà, le Parc des Princes fait partie des grandes aventures qui ont jalonné l'histoire du groupe Bouygues. Les grands projets, de manière générale, c'est une culture chez nous de savoir nous attaquer à des sujets longs, compliqués, qui prennent du temps, qui nécessitent beaucoup de techniques, qui nécessitent aussi beaucoup de maturation et de maturation politique pour les projets d'aménagement. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est pas le cœur de notre activité, ça le sera jamais, mais c'est une expertise sur laquelle on pense qu'on a quelque chose à raconter, et qui donc deviendra à terme une part de notre activité. Je pense que chez Linkcity, on pourrait imaginer que ce métier d'aménageur pourrait à terme constituer un quart ou un tiers de notre activité. D'accord, oui. D'accord. Donc c'est une vraie volonté de développer cette activité. Absolument. Je crois que vous êtes classé 4e promoteur au niveau national. Oui, non, Oui, alors ça change tous les ans, puis ça dépend des classements. C'est comme les classements des écoles, selon la façon dont on les regarde et les critères qu'on retient. Voilà, on est assez attentif à ces classements, mais enfin tout en essayant d'avoir un certain détachement. Selon les années, on évolue plus ou moins bien dans les classements. Notre grand frère Bouygues Immobilier, lui, est un peu un poids lourd du secteur. Et nous, on est en général au milieu du tableau. Alors selon les critères, on est dans le haut du milieu ou dans le bas du milieu. Alors justement, comment vous vous différenciez ? Quel est finalement le positionnement particulier de Linkcity parmi les quelques promoteurs immobiliers un peu majeurs? Encore une fois, le premier marqueur, c'est vraiment ce sujet. On est promoteur-constructeur, on en est fier. Immergé au sein d'une boîte, c'est du made in France. Bon, bref, voilà. Ça, c'est vraiment un premier positionnement qui est un positionnement fort et qui est un positionnement qui est un grand marqueur de notre quotidien et de notre façon de faire. Nous tous les jours, on évolue et on travaille avec des ingénieurs de la construction, des compagnons qui sont dans les bureaux d'à côté. Et chaque projet qu'on pétrit, qu'on imagine, chaque récit qu'on travaille avec une collectivité sur sa ville, en fait, il est imprégné de ça. Ça, c'est le premier marqueur. Et le deuxième, c'est un marqueur d'actualité puisque c'est vraiment cette spécialisation sur le marché alors, dans le jargon, on appellerait ça le B2B, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des particuliers, on s'adresse à des grands institutionnels. Et alors, pour le coup, autant c'était un positionnement qui avait quelque chose de très ringard dans les années passées, là où la plupart de nos concurrents surfaient sur le marché du particulier porté par des dispositifs fiscaux plus ou moins avantageux retouchés par les gouvernements successifs. Et donc forcément, nous, avec notre marché de l'institutionnel, on avait l'air un peu d'être les parents pauvres du truc. En fait, aujourd'hui, on est par la force des choses, et même si la stratégie du gouvernement n'est pas totalement encore élucidée ou claire sur cette question, on se retrouve un peu au milieu du jeu, parce qu'une fois qu'on éteint le moteur du marché des particuliers, il reste le moteur des grands institutionnels face auxquels on se trouve et nous avec lesquels on travaille depuis toujours. Et voilà, par la force des choses, on se retrouve au milieu de la scène, ce qui n'était pas vraiment prévu et ce qui est sans doute une opportunité pour nous. Alors, je ne peux pas parler avec un promoteur immobilier, évidemment, sans évoquer ce qui s'est passé en 2023. On a connu une année 2023 apparemment très tendue pour la filière de promotion immobilière, qui d'ailleurs s'est très largement mobilisée pour dénoncer une crise sans précédent. Et d'ailleurs, je crois que la construction immobilière, quand on regarde les chiffres, a clairement diminué. Dans le même temps, on constate une augmentation de la demande de logement social, une difficulté à héberger les personnes précarisées, une difficulté à l'accès à la propriété aussi. On parle des particuliers, mais une difficulté
à accéder notamment aux prêts bancaires. Donc on a aussi une crise de la demande. Donc j'aimerais, par rapport à cette situation 2023, avoir votre avis, votre analyse sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce que véritablement il y avait une crise à la fois de la demande et de l'offre, ou pas tout à fait? Pourquoi on en est là? Quelle est votre analyse? Alors, d'abord, en fait, il y avait quand même une crise cachée depuis assez longtemps, même si on n'en fait pas des choux gras, mais en fait, le moteur immobilier d'entreprise, celui de l'investissement des entreprises, des bureaux, est quand même éteint depuis assez longtemps. Alors, ça se voyait pas trop parce que le moteur du logement fonctionnait encore, et donc c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais ça fait quelques années qu'on produit très peu d'immobilier d'entreprise, alors pour des tas de raisons. Sans doute l'attentisme des entreprises en est une première, la traversée du Covid et la réflexion sur les modes de travail en est une seconde. Bon, enfin voilà. Mais donc ce moteur est éteint depuis assez longtemps, et donc déjà depuis 2-3 ans, on est collectivement un avion qui vole avec un seul moteur, alors ce qui marche quand même nettement moins bien. L'année dernière, ce deuxième moteur s'est mis à tousser, alors avec une profession qui, en fait, collectivement, a eu toujours la réaction qu'elle avait à chaque fois, c'était de dire au gouvernement, même pas cap. Puisqu'en fait, l'expérience prouve qu'à chaque fois, le gouvernement est venu à la rescousse en créant in extremis, à chaque législature, un nouveau dispositif qui permettait de remettre du pétrole dans l'avion. Oui, et là, on a eu un basculement, d'ailleurs, avec une prise de parole quand même assez forte d'Emmanuel Macron qui dit... on a, évidemment, je ne sais pas exactement les termes qu'il a employés, mais on biberonne depuis des décennies la promotion immobilière sans aucun résultat. Je fais très clair. Exactement. Alors, là où je pense que la profession a une réaction curieuse, c'est que, bon, mais sans doute nourrie par l'histoire, c'est que j'ai l'impression qu'on a ça à chaque nouvelle législature et depuis assez longtemps. Et finalement, on nous sort toujours in extremis du chapeau un nouveau dispositif qui permet effectivement de continuer à nous biberonner, tout ça bien habillé en nous disant non, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait le coup d'avant. Et donc, je pense que collectivement, la profession, elle a dit, en fait, tu vas faire la même chose. Enfin, je sais pas si elle tutoie. Vous allez faire la même chose que d'habitude. Là, vous nous mettez un bon coup de pression, et puis il sortira du chapeau un dispositif dont vous nous direz que c'est pas le même, mais qui grosso modo reviendra au même, et puis tout redeviendra comme avant. Circuler, y a rien à voir. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est produit. Et donc, arrivé au mois de septembre. On a commencé, la profession s'est gratté la tête en disant ah ben non mince, en fait il était peut-être cap. Et donc ce moteur-là s'est mis à tousser aussi fortement. Effectivement, je pense que la profession a très mal terminé son année. Et en fait cette posture un peu arrogante sans doute de dire même pas cap fait que je pense que du coup on a perdu presque un an au lieu de travailler un peu et de se redonner un peu d'énergie et de peps pour rebondir et faire d'autres propositions. On a attendu bêtement que le gouvernement remette du carburant dans la machine. Ouais. Mais il y a quand même le Conseil national de la refondation sur le logement qui se déroule. Donc le travail, il est fait quand même. Absolument, mais je pense qu'on y est allé à reculons, considérant que tout redeviendrait assez vite comme avant. Et en fait, on a eu tort parce que du coup, le dernier trimestre a été assez dur pour la plupart d'entre nous quand on a finalement compris que tout redeviendrait pas comme avant. Et alors, on a dit qu'il y allait avoir vraiment beaucoup de casse, que la promotion immobilière allait perdre certains de ses acteurs majeurs, etc. Est-ce que c'était, encore une fois, un petit peu une parole exagérée, ou est-ce que vous constatez véritablement des difficultés qui peuvent se traduire par des disparitions ? Alors, chez Inkcity, on a un positionnement là-dessus qui est un peu contrasté par rapport à celui de la profession. On s'est pas joint au discours un peu, alors je sais pas comment vous le qualifieriez, mais au discours larmoyant ou dramatisant de la profession. Nous, pour le coup, on partageait assez cette citation. Alors, je sais pas si elle est exacte que vous venez de refaire, mais qui est de dire effectivement, on est biberonné depuis longtemps. Ça nous conduit à pas beaucoup nous remettre en question. Le jour où on arrêterait le biberon, alors sans doute il y aura un petit passage pas très agréable, mais c'est salutaire. Ça va permettre de regarder notamment le marché du logement un peu différemment, de rebondir et de proposer d'autres solutions. Donc finalement, nous, on l'a attendu, ce moment, on l'attend. On l'attend d'autant plus on s'estime, c'est ce que je disais en introduction, plutôt bien positionné sur ce marché pour faire des propositions et tenter quelque chose.
Donc voilà, effectivement, alors comme les autres, hein, et on triomphe pas et on caracole pas parce que la fin de l'année a été dure. Comme pour les autres, la machine ou le paquebot sera difficile à faire pivoter. Pour autant, nous on partage assez l'idée que c'était un mal nécessaire, qu'à un moment il fallait appuyer sur ce bouton-là pour nous aider à travailler différemment, à aller chercher d'autres solutions, à faire d'autres propositions sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est le fait, alors je ne sais pas à quel point c'était calculé, mais le fait de conjuguer ça avec une stratégie qui est aussi très musclée sur la demande cette fois-ci, ou un choc très fort sur la demande avec les questions dont on parlera certainement tout à l'heure, mais qui est donc le ZAN, qui est aussi ça. Le ZAN, c'est un truc marrant. Hein, ça fait moi quand j'étais à l'école, ce qui date un peu, j'ai pas dit mon âge, mais enfin ça fait peut-être 25 ans. On nous disait ça y est, le ZAN c'est parti. Puis bon, en fait c'est pas parti. Parce que pas cap, c'est ça. Mais pas cap, exactement, parce qu'à chaque fois il y avait et on a eu le tour cette année encore. À chaque fois il y avait en fait la fronde des maires qui avait besoin pour des tas de raisons. Alors à l'époque c'était le sujet de la taxe professionnelle. Ils avaient besoin de développer leur petite zone d'activité parce que sinon ils équilibraient pas le budget communal. Alors ça a été un des. Et d'ailleurs on a vu là au moment de la réunion des maires de France qui a précédé la promulgation des différents décrets d'application, et donc c'était il y a 2-3 mois. À nouveau, on sentait bien que la question du ZAN et la question des maires étaient problématiques. Alors ils ont organisé la fronde moins vivement que dans le passé, donc ce coup-ci les textes sont partis, mais ça va créer un choc sur l'offre qui va être très fort, et je pense que le sujet du carbone va aussi créer un choc sur l'offre qui va être très fort. Donc en fait, on se trouve à un moment assez intéressant, c'est que notre modèle un peu paresseux sur la demande, il n'existe plus, va falloir en trouver un autre. Et puis notre modèle, alors que je ne sais pas s'il était paresseux, mais qui consistait à aller construire des immeubles dans les champs, qui avait le mérite de la simplicité, lui aussi, va falloir trouver autre chose. Alors, est-ce que vous avez des pistes? Parce que effectivement, ce que vous dites, c'est que le modèle est en train de se transformer. Le modèle de production simple ou paresseux tel qu'il était construit depuis les années 2000 à peu près ne marche plus. On vient de dire pourquoi. Donc c'est le métier de la promotion immobilière en fait qui doit se réinventer totalement. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui doit se réinventer? Qu'est-ce que très concrètement ça va changer dans le quotidien du promoteur immobilier, et si vous avez des pistes à Link City pour aménager les choses un peu différemment. Ouais, alors là aussi, je pense que ce qui est intéressant, si ça vous convient, c'est de discuter en deux. Il y a la question de la demande et la question de l'offre qui me paraissent deux sujets sur lesquels il est plus facile de discuter séparément. Alors sur la question de la demande, évidemment, nous on regarde avec curiosité les propositions qui circulent dans les réseaux autour du gouvernement, que ce soit dans les ministères ou dans les cercles de professionnels qui sont sollicités sur ces questions. Si on essaye de dire les choses simplement, c'est qu'il y avait une masse assez forte de défiscalisation qui était affectée au Pinel. Voilà, si on prend la même masse ou une masse équivalente et qu'on essaie de la mettre sur autre chose, à quels endroits ça pourrait avoir un impact, ouais. Un impact et des effets de levier les plus percutants. Nous, on voit deux pistes. Alors, c'est des sujets assez techniques, mais qui nous paraissent intéressantes et qui permettraient une véritable bascule. La première piste, à mon sens, est autour de ce qu'on appelle les copropriétés dégradées, ou plus généralement les grands ensembles, qui sont donc la matière, ce qui va remplacer notre champ, hein, les grands ensembles sur lesquels on pourrait imaginer développer et retravailler un peu l'immobilier, mais qui sont paralysés par des sujets de gouvernance. Alors ça, c'est la caricature de la copropriété, mais même sans aller forcément imaginer des copropriétés improbables de 500 lots, paupérisés. Parfois, il y a des zones d'activité de bureaux avec 3-4 immeubles un peu déglingués, des propriétaires qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, remettre un peu de soutien et d'incitation fiscale sur ces ensembles-là et sur cette matière-là, pour dénouer les nœuds de gouvernance, donner une petite pichenette pour aider les bilans, nous, ça nous paraît une bonne cible. Évidemment, l'espèce de l'icône de ce truc-là, c'est les énormes copropriétés dégradées qui se paupérisent à toute vitesse et qui rentrent dans des spirales dont on ne peut plus les sortir.
Mais finalement, si on dézoome un peu, des petites copropriétés ou des petits ensembles paupérisés et qui sont bloqués par des problèmes de gouvernance, il y en a quand même pas mal. Et pour le coup, travailler et flécher des incitations fiscales là-dessus, ça nous paraîtrait une bonne idée. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est d'inciter la promotion immobilière à investir ces copropriétés-là pour réhabiliter et faire quoi? Faire du logement en plus, c'est-à-dire utiliser la réhabilitation pour augmenter un peu le volume de logement ou le volume de production, c'est ça? Exactement. D'accord. Et puis ensuite remettre à niveau ces copropriétés dans lesquelles il y a de la vacance, des immeubles qui sont à la limite de l'insalubrité. Et là-dessus, il y aurait un modèle économique. Et là-dessus, il y aurait un modèle économique, oui. Aujourd'hui, il y en a pas aujourd'hui, il y en a pas où il s'équilibre très péniblement, et donc une petite pichenette. On révolutionne pas un business avec une aide fiscale, mais par contre, on peut l'accélérer, donner la petite pichenette qui fait que ça permettrait d'aller plus vite. Et en fait, avec ça, on doit pouvoir ça permet aussi de travailler sur le sujet de l'offre, parce que la matière de demain, ou ce qui va remplacer le champ sur auquel on n'a plus accès pour planter nos immeubles, c'est bien ces espaces urbanisés, déjà vivants. Regardez, la même disposition est appliquée c'est l'histoire des villes moches, là. En fait, quand le gouvernement met de l'argent, alors pas beaucoup, hein, et ça, il y a quelque chose de très symbolique, mais quand le gouvernement met de l'argent pour aider, pour stimuler, parce que les grandes foncières et les grands propriétaires d'entrée de ville à retravailler sur leurs entrées de ville, pour moi, ça relève c'est ça le sujet, c'est la petite aide fiscale qui va permettre de redonner un peu de remettre un peu de carburant dans la machine. Ouais. C'est pas ça qui va bouleverser le modèle économique, hein, parce que c'est pas avec les budgets annoncés à l'époque par Olivier Grégoire sur les entrées de ville que ça renverse la table. Hein. Mais voilà, il y a ce petit encouragement, cette petite goutte d'eau qui dit allez, on est aidé, on est regardé de manière bienveillante, on y va. Et je pense que sur les grands ensembles et sur les copropriétés compliquées, c'est sans doute ça qui manque. Il y a l'effet un peu stimulant de la subvention, parce que la subvention, c'est simplement une attention particulière qu'on porte à un sujet, et rien que le fait de porter une attention, ça me semble profitable. On voit d'ailleurs les fonds friches, le fonds vert, etc. Exactement. Qui quand même flèchent énormément finalement la production derrière. Et puis exactement, c'est le même sujet sur le fonds friche et sur le fonds vert, absolument. Après, moi, le deuxième sujet qui me paraîtrait intéressant, c'est ce grand mythe de ce qu'on appelle savamment le logement intermédiaire. L'alpha et l'oméga, là, depuis 20 ans, c'est la copropriété, donc un immeuble qui est découpé en petits morceaux et vendu avec une forte incitation fiscale à un investisseur, donc un format de pierre-papier. Et pour le rentabiliser, le gouvernement vous propose une espèce de marge arrière, hein, avec une économie d'impôt. Bon, ça c'est le modèle de base. Alors ce qui a plein de vertus, hein, ça stimule chez chacun de nous et chez le Français cette espèce d'affection un peu irrationnelle ou un peu pour la pierre. Il y a un moment, voilà, on achète notre appartement, on a l'impression d'avoir sereinement placé ses économies. C'est ce qui a remplacé le lingot dans un madeleine. Bon, du coup, ça permet effectivement de capter pas mal d'épargne, de capter de l'investissement privé. Ça a bien fonctionné. La copropriété a malgré tout quelques défauts, et notamment des défauts de gouvernance. Mais bon, jusqu'à présent, ça a pas si mal marché. Simplement, effectivement, le gouvernement juge que c'était un modèle un peu facile, trop biberonné, etc. On pourrait imaginer en fait la même chose en faisant appel à des professionnels. On voit ça dans beaucoup de pays d'Europe. En fait, la copropriété, par exemple, pour les Suisses, est regardée comme une bizarrerie. Pour les Suisses, les immeubles, c'est l'argent de leur retraite. Donc, c'est des grands institutionnels qui achètent les immeubles et qui proposent les habitants des systèmes pour vivre dans ces logements tout en épargnant un petit peu, qui sont un peu différents de chez nous. Mais l'avantage, en fait, d'avoir des grands institutionnels face à ces immeubles, voilà, c'est qu'on a des propriétaires uniques, on a de l'épargne qui est bien gérée, des immeubles qui sont bien gérés, un professionnalisme, en fait, dans la gestion et le développement des logements qu'on a un peu moins chez les particuliers,
Parce que le défaut de l'investissement des particuliers, c'est que ça a pu conduire dans certaines villes des formes de développement anarchiques. Parce que comme c'était assez facile de mobiliser l'épargne des particuliers, les immeubles ils poussaient et ils se développaient sans grand ordre. On pourrait sans doute imaginer quelque chose de plus structuré, de plus cohérent avec des grands professionnels. Et pour ça, qu'est-ce qui manque ? En fait, pour ces grands professionnels, investir dans des immeubles de logement, c'est pas très rentable. C'est beaucoup d'enquiquinement parce que malgré tout, il faut gérer des gens qui habitent là. Et donc jusqu'à présent, leurs fonds étaient plutôt fléchés sur autre chose. Peut-être un petit coup de pouce permettrait de rééquilibrer et de faire en sorte que ces grandes quantités d'épargne privée puissent là aussi se réintéresser au logement et à notre sens deviendrait un bon relais ou un bon moteur de la demande en panne. D'accord. Oui, donc vous donnez déjà des clés sur la manière de financer un peu différemment la production. Ça, c'est vraiment très intéressant. On y reviendra un tout petit peu en fin d'épisode. Je vais quand même, puisque le temps avance, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail de la manière dont travaille Link City. Donc, dans un contexte où on peut plus faire l'impasse des enjeux écologiques et climatiques. C'est devenu aujourd'hui un préalable, au moins dans les intentions, et enfin plus que dans les intentions quand même aujourd'hui. Link City a développé une stratégie très ambitieuse autour de la transition écologique. Quand on regarde le site internet et ce sur quoi vous communiquez en termes de stratégie, ça se décline d'ailleurs par 9 engagements assez précis et des indicateurs chiffrés, des objectifs cibles chiffrés, comme par exemple 20% d'opérations en réhabilitation. Vous allez nous en parler. Alors, ce podcast, il est quand même, au départ, il s'intéresse en particulier à la question des sols. Une première question quand même autour de ce sujet. Comment Link City appréhende la production urbaine en intégrant cette question de la durabilité des sols, de l'amélioration de la santé des sols, qui n'est aujourd'hui qu'un coût supplémentaire. Voilà, donc comment on fait pour que ce soit pas un gadget, pour que ce soit vraiment pris en compte dans la production ? Est-ce que c'est déjà le cas pour vous ? On peut peut-être en parler du projet de la chocolaterie qui a traité aussi ce sujet. Voilà, je vous laisse réagir. Alors déjà, je suis très impressionné que vous soyez allé voir notre stratégie, qui est une stratégie d'ingénieur très complète, pas forcément très facile à décrypter. C'est un peu le revers de la médaille. Non, peut-être un petit propos là-dessus quand même introductif, c'est que dans notre métier de promoteur, en fait, on est harcelé chaque année par des paquets législatifs ou des dispositions réglementaires qu'on voit finalement au bout d'un moment arriver avec un peu de cynisme. Ok, c'est le nouveau paquet réglementaire du moment. Bon, c'est un de plus, un de moins, ça va pas changer notre vie. Et ça nous rend d'ailleurs sans doute un peu cyniques à notre corps défendant, parce que au bout d'un moment, on se lasse. Ici, le paquet qui est arrivé là, celui sur les sols, donc celui du ZAN, qui est en train de se décanter dans nos, de pénétrer dans nos structures. Pour ma part, je l'ai vu arriver aussi avec un peu de recul ou un peu d'ironie, comme les précédents, en me disant bon, très bien, on va digérer ce truc-là, ça va accoucher d'une souris, parce que en fait, on a quand même le génie pour fabriquer des réglementations, puis se ménager des petits trous de souris pour que ça n'ait plus beaucoup d'effet. C'est le talent français. L'exception française. En fait, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on est en train d'y aller, et du coup, j'ai abandonné mon cynisme sur cette question. L'organisation, et c'est ce que vous évoquez, c'est en train de se transformer face à ces enjeux. D'abord, par exemple, sur la façon dont on sélectionne nos opérations, je serais prétentieux si je vous disais que depuis 20 ans, on sélectionne nos opérations avec la plus grande attention aux critères de carbone, de gestion des sols et de développement durable. C'était pris en compte, mais c'était le paragraphe numéro 23 de notre document. C'est-à-dire la fin de la chaîne. Exactement. Alors que la Lausanne demande qu'on remonte le truc en début de chaîne. Alors que maintenant, quand épisode très quotidien de la vie d'un promoteur, quand on présente une opération à notre actionnaire, les questions de carbone et de gestion des sols sont un critère qui est remonté tout en haut. Donc c'est un critère dont on parle à chaque fois, c'est pas le dernier dont on n'a jamais le temps de parler. Donc c'est un critère avec lequel on sélectionne nos opérations, on choisit ce sur quoi on va travailler.
Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et pour être sûr, en fait, que l'ensemble des équipes et que tout le monde percute bien et revienne pas assez vite à ses réflexes naturels du chasseur qui revient avec son champ ou son bosquet pour qu'on y plante un immeuble, on a même pour marquer le coup, sacrifié des projets dans lesquels on aurait mordu avec gourmandise il y a pas si longtemps que ça, en disant dès le début, non, celui-là, ça marche objectivement pas. Donc c'est no-go. Donc c'est no-go. D'accord. Et les quelques no-go un peu spectaculaires, en fait, ont été plus efficaces que les grands discours, que les grandes stratégies, parce que en fait, ça marque les esprits et ça permet de faire de ce critère un vrai critère de sélection. Et on le fait parce que c'est une stratégie de l'entreprise. On le fait aussi par intérêt, parce qu'on est convaincu que se positionner aujourd'hui sur une opération qui remplit pas des critères de relation correcte avec les sols et de performance carbone, c'est un investissement perdu parce que nos opérations sont très longues. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on arrivera peut-être à passer entre les gouttes. On pourrait se dire qu'on arriverait peut-être à passer entre les gouttes si on était habile. Mais en fait, le temps qu'on finisse d'accoucher et qu'on finisse notre travail sur ces opérations, de manière certaine, l'opération sera insupportable. Et en fait, ce sera un investissement perdu parce qu'on n'arrivera jamais au bout de la chaîne. Donc le promoteur 4.0 ou le promoteur des années 2050 fait du long terme et plus du court terme. Ouais, le promoteur, exactement. Et sur le projet de la chocolaterie, qui est un exemple que vous évoquez, donc la chocolaterie, c'est un site qui est dans une commune du 77. Donc pour ceux qui sont pas parisiens, c'est l'est de l'Île-de-France, une commune charmante au bord de la Marne entre Euro Disney et Paris pour faire dans lequel il y a un site absolument spectaculaire et magnifique qui est une ancienne chocolaterie du 19e qui a été longtemps donc siège des chocolats usine des chocolats Meunier pour ceux à qui ça dit quelque chose et qui a été racheté par Nestlé dont c'est devenu le siège social. Nestlé a décidé de se rapprocher du cœur de Paris. Et donc on attaque quelque chose qui est une énorme opération de reconversion. On reconvertit en fait une usine devenue siège social en un charmant quartier très diversifié avec beaucoup de logements en bord de Marne et en ayant avec le site c'est la première fois en fait qu'on se trouve dans une opération. Finalement on construit rien. On va simplement retoucher des bâtiments existants. C'est beaucoup plus subtil et d'ailleurs beaucoup plus compliqué. On essaye de restituer une grande partie des sols à leur destination originale, c'est-à-dire que les quelques zones qui, pour les besoins, soit de l'industrie à l'époque, soit du siège social, avaient été transformées en parking, par exemple. On les rend à leur bord de Marne et à la charmante promenade avec l'image un peu d'Épinal des bords de Marne, de sa guinguette et de sa promenade et de sa barque. Voilà, donc c'est une opération c'est véritablement une opération de remédiation, une opération où il y a plus de construction neuve. Il y a de la démolition. Une opération où il y a un peu de démolition pour enlever notamment un certain nombre d'éléments qui avaient été ajoutés au fil des années. Mais où la démolition là aussi, et d'ailleurs on l'appelle plus la démolition, alors il y a une espèce de c'est pas seulement une esbrouffe sémantique, maintenant c'est de la déconstruction, du démontage. Oui, parce qu'il y a la notion de réemploi peut-être derrière. Exactement, ouais. Parce que derrière on essaye de tout réutiliser et on n'y arrive pas si mal. Donc en réalité maintenant nos opérations vis-à-vis des sols sont des opérations de remédiation. L'autre exemple qui me vient en tête, qui est encore plus spectaculaire d'ailleurs, c'est à Orly, où on intervient sur une opération qui s'appelle Parc en Seine. On profite du surgissement, l'image est amusante, d'une nouvelle station de métro dans ce grand projet d'infrastructure porté par la métropole du Grand Paris. Station de métro qui donc arrive au milieu d'une grande zone d'entrepôt, enfin un endroit pas très glorieux, qui était à la fois l'arrière-cour du marché de Rungis et de l'aéroport d'Orly, donc un endroit où étaient toutes les fonctions secondaires, un endroit je pense où on était à 100% d'imperméabilisation, enfin vraiment la plateforme brutale. Et sur lequel, finalement, réimaginer une ville mixte, ça revient à rendre 70% des sols à leur destination initiale.
Donc ça veut dire quoi justement destination initiale? Est-ce que en fait vous faites simplement de la désimperméabilisation et donc retour à la pleine terre, ou est-ce que vous allez plus loin et vraiment travailler sur les propriétés du sol, la fertilité des sols, etc. Enfin, alors on est oui, je vais rester modeste et un peu low profile là-dessus. On est là dans l'exemple en particulier, il y a on va pas encore très loin dans la revitalisation des sols. C'est-à-dire, effectivement, on les désimperméabilise et donc désormais on affiche des opérations. Et ça fait quand même, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Nos opérations rendent du sol perméable. Et donc maintenant on a une grande série d'opérations où les coefficients sont à l'inverse de ce qu'ils étaient avant. On augmente le volume de pleine terre par rapport à avant. On augmente le volume de pleine terre, exactement. On améliore la circulation des eaux, enfin tout ça. Mais vous travaillez pas, par exemple, sur l'agriculture? Si, alors, et on commence à voir apparaître dans nos opérations, mais je serais prétentieux si je vous disais que c'était très énergique encore, mais des métiers qu'on voyait pas. Alors c'est un autre exemple qui me vient. Cette fois-ci, c'est à Villeneuve-d'Ascq, donc à côté de Lille, où là on a une ancienne décharge, puisque pour le coup c'était un endroit où là aussi les plus jeunes n'ont jamais vu ça, mais il y avait pas si longtemps que ça, on allait balancer sa machine à laver et ses sacs en plastique dans la première campagne, et puis ensuite on mettait de la terre par-dessus et puis roule. Bon ben voilà, c'est un endroit comme ça, donc un sol, j'aime autant vous dire, qui était profondément gâté, et sur lequel on essaye de retravailler avec des vraies compétences alors de manière caricaturale et pour que tout le monde me comprenne, je dis toujours, mais en plus c'est vrai qu'on travaille avec des vers de terre. Donc l'idée c'est de voir en fait comment le sol peut retrouver ses qualités agricoles. Et pour ça, le ver de terre a un rôle tout à fait stratégique. Donc on a acheté des vers de terre en grande quantité sur cette opération-là, mais pour arriver à travailler un peu finement les sols, à ce qu'ils retrouvent leurs propriétés agricoles ou agronomiques, je sais pas quel est le mot juste. Et en fait, on voit apparaître du coup des nouveaux métiers, parce que l'ingénierie du ver de terre, c'était pas notre spécialité. Oui. Des ingénieurs du ver de terre, figurez-vous que ça existe et que maintenant on en a sur nos opérations. Donc vous travaillez avec des écologues. Exactement. Et qu'on y est attentif. Est-ce que, donc vous mettez en place, j'imagine, des indicateurs d'évaluation, coefficient de biotope, etc. Vous pouvez nous en citer un ou deux que vous utilisez quotidiennement? Oui, alors c'est amusant que vous demandiez ça parce qu'on se dispute encore beaucoup sur nos indicateurs. Et effectivement, notre tropisme d'ingénieur est de mettre tout un tas d'indicateurs très compliqués. Moi, je suis un grand militant d'essayer d'avoir quelques indicateurs simples parce que c'est ce qui nous parle à tous, c'est ce qui parle aux collaborateurs. Aujourd'hui, effectivement, on travaille avec des coefficients de biotope, mais les coefficients de biotope, en fait, quand vous essayez de vous lancer dans une explication complète du coefficient de biotope, en général, vous avez du mal à vous en sortir. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à essayer de travailler sur des indicateurs beaucoup plus simples, qui sont simplement des indicateurs de perméabilité des sols. Peut-être que dans 10 ans, on aurait intérêt à rendre un peu plus fins ces indicateurs, mais aujourd'hui, on est quand même si on fait des efforts, on est des débutants dans ces métiers-là. Notre métier, pendant longtemps, c'était d'imperméabiliser, pas de désimperméabiliser. Donc, je suggère qu'on commence par l'étape numéro 1, qui est maintenant de se dire, il faut désimperméabiliser. Oui, avant d'essayer de mesurer l'étape numéro 2, 3, 4 ou 10, qui est la qualité agronomique des sols ou le nombre de vers de terre. C'est une notion que tout le monde comprend. Désimperméabiliser, c'est simple. Désartificialiser, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Et alors après, on se lance dans tous les débats sémantiques qui ont agité beaucoup la parution du ZAN. Ouais. Moi, je suis sûr qu'en fait, maintenant, on a un impact fort sur cette question de la désimperméabilisation. Il faut qu'on ait la simplicité de le dire. Et quand ça, ce sera totalement acquis, à ce moment-là, on passera à l'autre étape, qui est celle du ver de terre. Très bien. Donc le promoteur 2050, c'est un promoteur qui fait étape par étape, qui y va par petits pas pour pouvoir consolider un peu les... Exactement. Il faut déjà en fait qu'on arrive à faire le virage. On est quand même le bétonneur ou le mec qui tartine ou la boîte qui tartine du bitume. Enfin, je le dis. Mais en fait, ça fait déjà quelques années qu'on fait plus ça. Oui. Donc déjà, commençons par changer ce paradigme-là. Prendre bien conscience qu'on tartine plus rien du tout, ni béton, ni bitume. Qu'au contraire, on intervient positivement sur les sols. L'image est toujours la même. Et puis ensuite, on fera l'étape 2.
Très bien. Je vais du coup vous faire, parce que Lausanne, c'est refaire la ville sur la ville, et vous l'avez évoqué dès l'introduction de cet épisode, vous faire réagir, et en tout cas vous faire commenter pour Link City les réalisations en friche. Donc, la friche, depuis quelques années, est à la mode. Tous les acteurs urbains ont bien compris que c'est évidemment le foncier stratégique pour les années à venir. Il y a des acteurs comme Brownfield qui ont d'ailleurs fait un positionnement ultra stratégique de cet objet urbain. Alors comment ça se passe chez Link City? Comment vous faites du recyclage foncier, du recyclage immobilier? Je crois qu'il y a une opération qui peut illustrer un peu vos propos, c'est Parc en Seine. Vous pouvez nous raconter un peu cette opération et nous dire comment Link City s'y prend, et sur les logiques de réemploi également que vous avez évoquées. Alors effectivement, la friche est à la mode. D'ailleurs, il y avait une petite publication là du CEREMA intéressante en fait sur l'effet de levier du fonds friche, c'est-à-dire qu'il calculait quand il mettait 1 euro dans le fonds friche, quel investissement privé derrière ça permettait de mobiliser. Et en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec une petite pichenette sur certaines friches. On arrive à mobiliser des investissements privés qui sont considérables. Et c'est toujours assez spectaculaire de se dire qu'une pichenette qui en fait paraît aussi symbolique par rapport à la masse de l'investissement privé qui a été mobilisé, on arrive à avoir un tel effet de levier. Donc alors c'était les fabricants du fonds friche ont là-dessus une démonstration assez spectaculaire. Et pour ma part, j'espère que le fonds friche, maintenant le fonds vert, sera maintenu dans les années suivantes, parce que effectivement, je constate que c'est un déclencheur de projet extrêmement efficace, et que il a permis à beaucoup de friches qu'on avait rangées définitivement dans les tiroirs en disant non mais là, laisse tomber, il y a vraiment pas moyen de se réinterroger sur le dessus de la pile, et j'en suis sûr de devenir à terme des projets un peu quali. Alors nous, effectivement, on intervient comme Brownfield, dont c'est la marque de fabrique, c'est même le nom qu'il porte, sur beaucoup de friches, des friches publiques, des friches privées. L'exemple de Parc en Seine, donc c'est cet exemple cette opération à Orly, donc cette grande plateforme logistique et logistique de l'aéroport et du marché. On en a d'autres à Lille, par exemple, je pense à l'ancienne plateforme logistique des Trois Suisses, la société de vente par correspondance, ou alors la friche Kuhlmann, qui était une énorme usine de fabrication d'engrais. Donc ça, c'est vraiment l'usine avec toutes ces caractéristiques, avec plein de tuyaux et des produits dangereux qui circulent dans les tuyaux. Mais en fait, sur ces friches, on a appris, je pense, avec les années, que en réalité, ces friches, on les voyait souvent d'abord comme un objet technique, c'est-à-dire qu'on se disait très bien, il y a de la pollution, il faut faire débarquer les équipes d'ingénierie des sols et d'ingénierie de la dépollution, qui est un métier passionnant avec là aussi des nouvelles techniques. Des nouvelles coutumes, des façons de procéder qui ont beaucoup évolué et qui se sont beaucoup améliorées. On fait aussi débarquer l'ingénierie de la démolition, du désamiantage. Donc, enfin, vraiment un objet technique en disant, on a un objet technique compliqué, un sol qui a été gâté, et il faut réparer ça. Et donc, on envoie des armées d'ingénieurs et d'entreprises pour faire ça. En réalité, alors, on fait toujours ça. C'est greffé là-dessus les sujets de réemploi, d'économie circulaire. Et en fait, le sujet de réemploi fait un lien avec ce qui pour moi est le plus important, c'est qu'en réalité, on a surtout appris que ces friches-là, si sales fussent-elles, si désagréables, si abîmées, en réalité, elles ont une histoire qui est souvent une histoire vibrante, parce qu'après tout, faut pas non plus avoir honte de l'épopée industrielle. Et de ce qui s'est fabriqué là, ces friches en plus autour de la ville, c'est souvent organisé autour d'elle. Alors le cœur est mort, mais autour il se passe encore des choses. Et donc en fait, on a surtout appris que ces friches étaient des objets qui avaient une histoire, qui savaient faire ressurgir des tas de choses. Et en fait, à travers ce qu'on appelle un peu savamment l'économie circulaire, mais l'économie circulaire aussi, c'est un moyen de se dire, on va remettre un peu sur le dessus de la pile ou sur le devant de la scène ce qui était considéré comme un vestige du passé, mais qui est surtout un peu d'émotion et la trace de toute une vie qui avait été là, et qui en fait va arriver à nourrir le récit et les souvenirs de la ville d'après. En fait, une ville, en réalité, le capital sympathique d'une ville, c'est la densité d'histoire qui se cristallise à cet endroit-là.
C'est une manière de se régénérer. Exactement. De s'auto-régénérer. Exactement. Et en fait, la régénération, c'est avant tout une régénération du récit. Et ça, on a mis un peu plus de temps à le comprendre, beaucoup plus qu'une régénération des composés biochimiques qui sont dans le sol ou de l'économie de ce site-là qu'il faut réinventer. Voilà, c'est une histoire de gens, c'est une histoire de voisins, c'est une aventure humaine qu'il faut arriver à faire rebondir tout en tirant profit de ce qui s'est déjà passé. Et en fait, quand vous voyez la friche comme ça, déjà vous la voyez d'un tout autre œil. Et d'ailleurs, moi je constate que c'est beaucoup plus facile de travailler sur une friche très dure techniquement, mais qui a une vraie histoire, une vraie densité, enfin qui a vraiment quelque chose à raconter, voilà, que de travailler sur un site sur lequel véritablement il n'y a aucune accroche. C'est plus difficile d'en dire quoi que ce soit. En fait, dans nos métiers, l'enjeu c'est le récit beaucoup plus que la technique. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, de manière un peu concrète, comment s'est déroulée cette opération? Quelles sont les difficultés? Je veux dire quand même, quand on travaille sur des objets aussi complexes, qu'est-ce qu'il faut débloquer comme frein pour arriver à sortir une opération? Ouais, mais en fait, on retrouve bien les deux sujets dans ces projets. Alors, je peux prendre l'exemple de la mairie, qui est un projet qu'on a développé à Villeneuve-d'Ascq sur l'ancien site logistique des Trois Suisses, en partenariat avec un opérateur qui s'appelle Nood. En fait, sur ce site-là, et comme sur toutes les friches, on constate qu'il y a énormément de techniques à faire. Donc, les armées d'ingénieurs que j'évoquais tout à l'heure, spécialité par spécialité, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais en réalité, l'élément qui est beaucoup plus structurant et qui prend en fait beaucoup plus de temps et d'énergie, c'est bien le récit. Et par récit, en fait, j'entends raconter des histoires, fabriquer le consensus politique avec les voisins, imaginer ensemble la ville qu'on veut faire à cet endroit-là demain, imaginer comment on rebondit en fait dans le cas des Trois Suisses. Les Trois Suisses, en fait, la vente par correspondance a marqué l'histoire très fortement du Nord. Il y a eu le grand cycle de l'industrie, mais donc avec un effondrement assez fort. Le relais d'emploi et l'histoire entrepreneuriale du Nord s'est beaucoup cristallisé ensuite sur cette vente par correspondance avec les deux poumons qui étaient la Redoute et les Trois Suisses. Et donc en fait les Trois Suisses, c'est 20 ou 30 ans d'histoire de cette région. Il n'y a pas une maison ou un voisin qui n'a pas soit travaillé lui-même aux Trois Suisses, soit dont la famille a travaillé aux Trois Suisses. Tout le monde connaît ces sites, tout le monde avait quelque chose à raconter sur ce site. Et donc ce qui était très important, c'était de faire la couture sociale et de regarder quelle était sur ce site la matière qui pouvait être exploitée ou être travaillé pour faire rebondir l'histoire du site. Et en l'occurrence, on a choisi de garder un grand nombre de bâtiments, y compris des bâtiments extrêmement improbables, dont l'intérêt patrimonial était totalement nul, mais au sens... Enfin, rien, quoi. Mais une valeur mais simplement parce que quand vous rentrez dans ce truc-là, c'est un hangar, c'est pas très beau, c'est des grandes piles en béton pleines de graffitis. Mais en fait, quand vous voyez ce truc-là, en fait, vous revoyez l'employé qui était là à l'époque et qui triait les colis sur son grand tapis roulant pour pouvoir vous permettre d'acheter sur le catalogue à l'époque des Trois Suisses ce que vous aviez ciblé. Et en fait, donc il y a une pelote d'émotions qui se tricote autour de ces bâtiments et qui est pour moi l'élément indispensable que vous recherchez quand vous allez dans une ville. Dans une ville, vous recherchez pas que le crépi soit jaune ou que la vitre soit droite ou vous recherchez même pas, si vous recherchez d'ailleurs, ça on pourra peut-être en reparler après, la performance énergétique ou le carbone, la vertu carbone. Ce que vous recherchez d'abord, c'est cette pelote d'émotions et c'est ces couches successives de oui, c'est à s'inscrire quelque part, quoi. C'est à s'inscrire dans une histoire. Et, oui. Donc ce que vous dites, c'est que quand on mobilise en fait ce récit, cette histoire, qu'on retravaille sur ce sujet, ça fédère tous les acteurs autour de ça, et que finalement on arrive à sortir une opération qui pourtant est très très compliquée. Exactement, parce que ça consolide, que tout le monde s'aligne, que finalement cette histoire elle provoque l'envie, elle provoque des émotions, c'est tout le monde, et que ça fait marcher tout le monde. C'est très enthousiasmant, c'est très encourageant, c'est très optimiste. En tout cas, oui. C'est une très jolie alors image. Moi, pour ma part, c'est ça qui me passionne, c'est qu'en fait, je le constate sur les différentes opérations. Il y a des opérations où on a trouvé l'histoire qui fonctionne
le récit que tout le monde a envie de porter et en fait qui met toutes les forces en mouvement. Et alors ça, c'est un bonheur. Ensuite, ça se voilà. Et puis il y a des opérations sur lesquelles le récit, le consensus est plus difficile à élaborer ou à construire. Et c'est ces opérations-là qui peinent. Et en fait, je souligne volontiers ça parce qu'on croit toujours que c'est les études de pollution ou le travail sur l'économie circulaire qui fait ralentir le schmilblick. Ben en fait, moi je suis pas très sûr. Les études de pollution, on arrive toujours à les faire dans le temps dont on dispose. Donc la troisième clé que vous nous donnez aujourd'hui, c'est le promoteur 2050 est un raconteur d'histoire. Oui. Très bien. Alors quand on le formule comme ça, il y a toujours la phrase a un double sens, mais effectivement. Ouais. C'est pour ça que je le dis. Alors, donc pour les friches, là j'aimerais, puisqu'on s'achemine un peu vers la fin de l'épisode, qu'on aborde quand même les questions de financement, qui sont quand même un petit peu le nerf de la guerre. Les friches, on en a parlé, c'est des opérations beaucoup plus complexes, donc beaucoup plus coûteuses, donc beaucoup plus difficiles, j'imagine, à financer, sans même parler des friches, ceux que l'on a évoqués, avant le ZAN, les exigences normatives liées au climat, etc., rajoutent des coûts à tout ça. Comment on fait aujourd'hui pour sortir des opérations ? On a des prix de sortie d'opérations qui peuvent pas aller beaucoup plus haut que ce que c'est aujourd'hui, en tout cas en région parisienne. Et en même temps, on a des coûts qui s'accumulent. Comment on aborde le bilan d'opérations dans ce contexte-là? Ouais, alors ça c'est une question qui est évidemment plus difficile. Moi, je peux donner quelques clés, ou en tout cas celles que j'ai en tête. Nous, en fait, opérateurs privés sur ces grandes opérations d'aménagement, on serait incapable de mobiliser du financement et de réfléchir à nos opérations avec le même raisonnement que le public. Le public, il raisonne sur un premier étage de l'édifice ou de la fusée, qui est de dire il faut que je transforme les friches pour les remettre sur le marché et donc les confier à des opérateurs privés qui ensuite feront la suite de l'histoire et donc mobiliseront des capitaux privés pour édifier une infrastructure, des immeubles, etc., etc. Et le public, du coup, mobilise ses financements et structure son bilan sur ce premier étage de la fusée. Ben, nous, on sait pas faire ça, parce que le premier étage de la fusée, quand on le regarde tout seul, ça marche pas bien. Nous, notre capacité, et là où on arrive à se débrouiller et à tirer nos épingles du jeu, c'est quand on mobilise notre financement, ou quand on construit notre opération, je parle d'un point de vue bilanciel, ce qu'on regarde, c'est pas le premier étage de la fusée, c'est la fusée dans son ensemble. Donc la fusée dans son ensemble, s'agissant de Link City, c'est le métier d'aménageur, donc premier étage de la fusée, le métier du promoteur, deuxième étage de la fusée, puis le métier du constructeur, troisième étage de la fusée. Et quand on fait un peu de prospective d'ailleurs, on se penche toujours sur la question aussi du quatrième, je sais pas combien d'étages on était, du quatrième étage de la fusée, qui est en fait des métiers sur lesquels il y a plein de grands opérateurs nationaux qui sont percutants sur les métiers de service à la ville, service à l'environnement. Alors je vais pas citer, on a plein de confrères, Veolia, Engie, Dalkia qui opèrent sur ces trucs-là, qui a un quatrième étage intéressant et qui fait partie de la même fusée. En fait, quand vous regardez ces étages-là et que vous les regardez un peu ensemble, la question de mobiliser du financement se pose pas tout à fait de la même manière. Je peux vous donner un exemple, alors qui est avec des chiffres qui sont pas bons, comme ça respectera l'intimité de l'opération, mais l'opération Parc en Seine que j'évoquais tout à l'heure, à la fin de l'histoire, nous on produit 3000 logements. Quand je dois mobiliser du financement pour un problème grave, alors c'est pas le cas sur cette opération, mais imaginons que je dois mobiliser un financement de 3 millions d'euros pour un grave problème de pollution. 3 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Enfin, si vous mettez ça à l'échelle de l'opération d'aménagement, 3 millions d'euros, ça fait 1000 logements, 1000 euros par logement, ça fait à peu près 20 euros par mètre carré. Ça représente 3 fois rien. Donc en fait, en changeant l'échelle de l'opération, et nous c'est ce qu'on fait quand on va mobiliser des financements, on arrive à trouver des sources de financement très différentes et beaucoup plus foisonnantes qu'en regardant un seul étage de la fusée. Nous on fait donc en fait c'est simplement un sujet d'intégration. On fait communiquer 3 métiers. Le quatrième étage de la fusée, on le fait pas. Pour l'instant, ou vous imaginez le faire? Alors, on a plein de partenariats et les opérateurs que je vous ai cités tout à l'heure, c'est des gens avec qui on travaille régulièrement. On a des partenariats qu'on renforce avec ces opérateurs-là, notamment parce que on considère que l'avenir de nos métiers va beaucoup se
cristalliser autour de la performance carbone et de la performance énergétique, et que ça passera forcément par des coopérations renforcées. Alors, je sais pas, ça veut pas forcément dire qu'on fera tous les métiers, mais si on veut être percutant, on aura intérêt à travailler de manière beaucoup plus intime qu'aujourd'hui avec des énergéticiens, par exemple. C'est ce qui est reflété dans les fameux scénarios de l'ADEME. Là, dans ces 4 scénarios, il y a les scénarios du milieu là qui sont très branchés sur la question des coopérations. Voilà, les coopérations, ça veut pas dire l'intégration dans des giga entreprises qui font tout. Ça, c'est un côté un peu flippant, un peu à la chinoise là, mais ça veut dire des coopérations, c'est-à-dire des liens renforcés avec tous ces opérateurs-là. Moi, je crois que c'est ce vers quoi on se dirige. Et en fait, quand vous regardez du coup l'ensemble du fonctionnement de la ville et que vous le faites en renforçant les coopérations à tous les niveaux, du coup, la mobilisation de financement et la façon dont vous regardez votre bilan, et vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre et beaucoup plus de souplesse. Et donc, c'est en ce sens que tout à l'heure, en préparant cet entretien, je vous disais, le métier de l'aménageur est spontanément pas un métier privé, parce qu'on voit bien comment on peut gagner sa vie en étant aménageur. En fait, ça c'est le premier constat. Moi, je pense qu'une fois qu'on regarde un peu mieux, le deuxième constat, c'est absolument l'inverse. C'est qu'en fait, je pense qu'on a beaucoup plus d'outils et on a une façon on peut créer des coopérations entre opérateurs privés qui sont quand même plus faciles à construire qu'avec des opérateurs publics, et qui donnent énormément de marge de manœuvre sur le financement. Enfin, encore une fois, je peux reprendre un autre exemple, mais quand vous devez déployer une grande infrastructure énergétique de chauffage, par exemple, très vertueuse, et qu'il faut mobiliser un financement pour ça, si vous regardez ça de manière un peu générale dans votre opération, que vous créez une coopération un peu fructueuse avec un expert de cette infrastructure, en fait, la mobilisation de financement pour faire ça, elle est beaucoup plus facile. Mais donc, on est sur des logiques qui sont un peu à l'inverse de ce qui se passait jusqu'à présent. Où vous me reprenez, mais où on était quand même sur des logiques beaucoup plus cloisonnées. On voit bien que là, une des modalités d'un financement, c'est de pouvoir coopérer, donc aller sur des logiques au contraire beaucoup plus transversales, voire une vraie diversification de la stratégie de l'entreprise en allant sur des métiers un peu différents, que ce soit en intégration ou en coopération. Mais en Exactement. Tout cas, il faut vraiment se diversifier. D'ailleurs, il y a un autre exemple, je peux prendre un autre exemple qui me frappe, moi, qui est chez un concurrent. Donc, mais regardez la façon dont Carrefour a décidé de retravailler ces fameuses entrées de ville. En fait, il a décidé de le faire en créant des coopérations renforcées avec des opérateurs comme nous. En l'occurrence, il a eu le mauvais goût de pas nous choisir, mais enfin ça. Et en fait, il se retrouve à opérer sur ces morceaux de ville qu'il a lui-même créés, dans des configurations assez particulières où vous retrouvez en fait des pools d'entrepreneurs avec des fonctionnements très en réseau, et qui sont à la fois des promoteurs, des constructeurs, des grands opérateurs, lui-même exploitant d'espaces commerciaux, lui-même, je veux dire Carrefour exploitant d'espaces commerciaux. En fait, on voit là des modèles de coopération qui sont très protéiformes. Et alors, je connais pas le détail de leur processus, mais dont j'imagine qu'il permet de trouver énormément de marge de manœuvre, de mobiliser facilement des financements, et en fait de faire en sorte que ce qui souvent nous bloque mentalement dans l'opération, qui est cette première couche aménagement, mais en fait duquel on n'arrive pas à se sortir, parce que quand on la regarde, elle est profondément déficitaire ou elle fonctionne pas. Finalement, la première couche de l'aménagement, quand vous dézoomez et que vous regardez ça à l'échelle de tout ce que ça mobilise derrière, la difficulté de mobiliser un financement ou de couvrir un éventuel déficit paraît dérisoire par rapport à l'ensemble de ce que ça provoque derrière. C'est assez intéressant quand même de se rendre compte qu'à l'époque de l'intelligence artificielle et de toutes les angoisses que ça peut susciter, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ça marche quand les gens se mettent en lien. Et oui. Et c'est une belle conclusion pour Link City qui, quand même, au départ, a focusé sa stratégie sur la question du lien. C'est vrai. Donc, dernière leçon que vous nous donnez aujourd'hui, ce sera le dernier mot. Le promoteur 2050, c'est un coopérateur. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était absolument passionnant. J'espère vraiment pouvoir vous réinterroger sur les ondes de Citizen Vox. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Fanny, bonne journée à vous aussi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt!